déjà, je commence avec les délégués de la section, 11h20, et à partir de la semaine prochaine, donc on le fera dimanche, même heure. D'accord? 11h20, 12h50. Vous êtes bien d'accord? À quelle heure, madame? 11h20, 12h50. D'accord. À 11h20. Une heure et demie. À vous de voir. Vous voulez qu'on fasse 1 heure? Les horaires de Ramadan, entre 1h15 et 1h30. Si vous voulez qu'on fasse un cours d'1h30, on fera 1h30. Si vous voulez 1 heure, on fera 1 heure. Mais il faut que vous m'assuriez que pendant cette séance, vous serez concentré. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, si au-delà d'1 heure, vous n'êtes pas concentré, c'est pas intéressant. Oui, Vous justement. comprenez? Donc, 1h. Vous voulez 1h15? Donc, Oui, entre 1h. D'accord. voilà. Alors, bon, là, on est 50. Alors, pour le déroulement de ce cours, alors, oui, avant de commencer le cours, je pense que la déléguée de la section a déjà partagé avec vous le lien vers le formulaire à remplir pour me permettre d'avoir les adresses mail de toute la section. Bon, je vous le remets ici dans le chat. J'ai déjà reçu 101 étudiants. Et éventuellement, donc, il faudrait me mettre aussi l'adresse mail de l'USTHB. Donc ça, c'est important. J'ai vu que certains ne l'ont pas mise. Madame, شنو هي l'adresse mail du STHB هذه؟ Alors, l'adresse mail, quand vous vous êtes inscrit, à l'université, on vous a créé une adresse mail. Donc, l'adresse mail, c'est votre prénom, votre nom, etu.usthb.dz. تاع هذيك لا بلاتفورم هذيك تاع Voilà, oui. انت هذاك. Voilà, donc voilà, avec la plateforme. Donc, pour accéder dans le site Haga. Je viens de vous dire, votre adresse mail, c'est votre prénom, votre nom, etu.usthb.dz. C'est ça votre adresse mail. Après, si vous avez oublié le mot de passe, donc vous le réinitialisez dans le site. Alors, le site, c'est espace numérique de travail, ent.usthb, je pense. Alors, usthb.dz, je vais vous confirmer, vous l'envoyez tout de suite. Voilà, c'est ici. Alors, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà. Donc, si vous avez oublié votre mot de passe, vous le réinitialisez dans ce lien. D'accord? Je vous en prie. D'accord. Très bien. Donc, il faudrait régler ce problème de compte mail USTHB rapidement parce que je partagerai les cours, les différents documents dans le campus virtuel de l'USTHB. Alors, je vais vous mettre le lien. Bon, je vais partager directement avec vous. Avant de mettre le lien, je vais partager mon écran. Comme ça, vous verrez ce que je suis en train de faire. Alors, voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez mon navigateur? Vous le voyez tous? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Alors, donc, le lien, c'est campus virtuel de l'USTHB. Alors, voilà, c'est ce lien-là. Bienvenue sur la plateforme pédagogique de l'USTHB. Alors,
ici, vous devez d'abord vous connecter. Donc, vous cliquez sur connexion. Alors, on clique sur connexion. Alors, nom d'utilisateur, vous mettez juste votre prénom, point le nom. Bon, là, j'ai pris un étudiant. Bilal.benseba. Et puis, vous mettez le mot de passe. Donc, c'est le mot de passe que le compte mail. Hein. Alors, le mot de passe, c'est... alors, voilà. C'est celui-là. Voilà. Donc, là, vous êtes connecté. Donc, vous avez votre nom, votre prénom qui apparaît en haut à droite. Alors, maintenant, pour chercher le cours d'OPM, vous allez ici à gauche. Donc, à gauche, vous cliquez sur cours. Et là, vous tapez OPM PRF, collé. D'accord? Vous tapez OPM PRF. Donc, je vais vous le mettre. Bon, je vous mets d'abord le lien vers la plateforme. Alors, voici le lien. Et l'intitulé, donc le cours s'appelle OPM PRF. Alors, mademoiselle Guetaf, pourquoi sur la plateforme? Comme ça, tout le monde accédera à la même plateforme, tous les étudiants. Donc, je vais vous envoyer aussi par mail. Donc, je vous enverrai au fur et à mesure par mail les documents, mais je préfère aussi les mettre dans ce campus, dans cette plateforme. Oui, par mail, c'est mieux. Voilà, je vous l'enverrai aussi par mail, il n'y a pas de souci, bien sûr. Je vous l'enverrai par mail et je le mettrai ici aussi. D'accord, madame, merci. Voilà, je vous en prie. Alors, je travaille pas sur Classroom, hein, Samy. Non, c'est nous qui avons une plateforme. Pardon? C'est notre classroom. Tu mets que partage les cours. Après, c'est à vous de le partager là-bas si vous voulez. Oui, exactement. Oui, voilà. Alors, c'est prénom, point nom. Vous l'avez déjà, Ramzi, vous avez déjà un compte USHB. Quand vous vous êtes inscrit à l'université, on vous a créé automatiquement un compte USHB. Alors, le mot de passe, je ne sais pas. On vous a donné un mot de passe ce jour-là. Hein, je ne suis pas au courant. Après, si vous l'avez oublié, vous le réinitialisez à travers le lien que je vous ai donné, donc unt.usthb.dz. Alors, ah oui, voilà, la clé d'inscription, oui, j'y arrive. Alors, donc là, vous cliquez, donc vous tapez le nom OPM PRF, validé. Voici le cours. Donc, le cours s'appelle cours. L'intitulé de cours, c'est cours et TP du module OPM. Donc, j'ai mis aussi le TP ici parce que j'ai d'autres sections avec lesquelles j'assure aussi le TP. Alors, donc, vous cliquez dessus et là, il vous demande une clé. Donc, une clé d'inscription. Alors, la clé d'inscription, c'est... Où est-ce qu'elle est? Voilà. Je vais vous la mettre dans le chat. Elle est là. C'est OPM % section 3. Voilà, donc vous mettez OPM % section 3 et vous cliquez sur m'inscrire. Voilà. Et là, on est dans le cours OPM, cours et TP du module OPM L1 MI. Alors, c'est ici que je mettrai les différents documents concernant ce cours. Alors, ce cours est partagé en 2 chapitres. Hein. Vous avez le premier chapitre et le deuxième chapitre. Et je mettrai ici les différents. Je ne l'ai pas encore fait, mais je mettrai ici les différents cours, les différents documents. Donc, un peu plus bas, c'est la partie réservée au TP PRF de ce module. Bon, il y a encore des jours qui arrivent. Voilà. Alors, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, c'est clair.
Très bien. Donc, vous avez tous les liens, vous avez aussi la clé. Alors, Ahmed HO, oui, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu m'as donné ton adresse mail. Là, c'est une adresse personnelle. Oui, c'est pas avec celle-là que tu pourras accéder à ce cours, hein. Donc, il faut l'adresse mail USTHB. Alors, bon, s'il n'y a pas de questions, on va entamer le cours. Bon, je vais fermer tout ça. Encore fait, donc s'il vous plaît, remplissez le formulaire et renvoyez-le moi. Donc, vous mettez les... alors, arrêtez le partage. Voilà, et je partage le cours. On va commencer avec une petite introduction au cours pour voir quel est l'intérêt et l'objectif de ce cours. Ensuite, on commencera directement par le chapitre 1. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, la réception de l'image? Vous voyez tous le partage? Oui, madame. Très bien, très bien. Alors, donc, on va traiter dans ce module la calculabilité et la programmation fonctionnelle. Vous allez la faire en TP. Normalement, vous avez déjà commencé hier. Hein? Vous avez déjà fait une séance de TP. Voilà. Oui. Très bien. Alors, le plan de cette... Donc, c'est une introduction au cours. Donc, on va voir quel est l'objectif du cours outils de programmation mathématique. Pourquoi on fait ce cours-là? Pourquoi on fait de la calculabilité? Il y a encore du monde qui arrive. On va voir les modèles de calculabilité qu'on va étudier dans ce cours et l'objectif du TPPRF, quel est son lien avec ce qu'on est en train de faire en cours. Et puis, je vous présenterai le programme du cours OPM. Dans le premier semestre, dans le module donc, algorithmique, ce que vous êtes en train de faire aussi en S2, vous avez écrit des algorithmes en langage C. Et vous aviez sûrement remarqué que les programmes C sont proches des algorithmes. Donc, c'est comme une reproduction de toutes les instructions, toutes les étapes que vous écrivez en algorithmique, que vous traduisez, que vous reproduisez en langage C. C'est ce que vous faisiez en S1 et c'est ce que aussi vous êtes en train de faire en S2. Donc, ce modèle de langage sont appelés impératifs, car la suite d'instructions qui composent un programme écrit dans ce type de langage modifie l'état de la mémoire au fur et à mesure de l'exécution des différentes instructions qui composent ce programme-là. Si on passe maintenant au modèle de langage fonctionnel, tel que Camel, celui qu'on va voir, vous allez voir en TP, vous allez vous familiariser avec le langage Camel. Et donc, Camel, il est très différent du langage C, surtout syntaxiquement et aussi par son raisonnement. Mais tous les deux permettent de résoudre presque les mêmes problèmes. Hein. Le langage Camel il est appelé fonctionnel car il est centré autour de la notion de fonction. Il utilise des fonctions où chaque fonction a comme paramètre, donc en entrée, un ensemble de paramètres et en sortie, un résultat, un seul résultat. Il y a aussi un autre modèle de langage que vous allez sûrement voir si vous faites informatique.
le langage Prolog. Vous allez le voir les prochaines années. Alors, en algorithmique, à partir d'un problème, on vous demandait d'écrire la suite d'instructions qui permettent de résoudre un problème donné. Donc, si on vous demandait d'écrire un algorithme d'un problème donné, cela veut dire que la solution existe. La solution à ce problème existe déjà. Donc, on sait que la solution existe. C'est pour ça qu'on vous demande de l'écrire. Mais il faut savoir qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, qui n'ont pas d'algorithme fini, une suite d'instructions finie. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver leur algorithme qui permet de définir la solution à ce problème. Donc, le cours d'algorithmique que vous connaissez maintenant peut vous donner une impression que pour chaque problème, on peut trouver une solution, on peut trouver un algorithme fini qui le calcule. Donc, la question qui se pose, est-ce que ce problème est Madame, calculable? Oui, ils sont en train de vous poser des questions sur le chat. alors je ne peux pas en même temps parler. Donc, laissez-moi finir. Après, je répondrai aux questions. Donc là, je ne peux pas en même temps présenter le cours et alors, yani, mais le programme. Alors, oui, mais personne l'utilise, je crois. Merci, je connais. Alors, si, il l'utilise toujours. Il y a toujours des programmes qui sont écrits en Camel. Faites des recherches et vous allez voir. C'est vrai que c'est un langage qui est très, très ancien, mais il y a des gens qui l'utilisent toujours. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Je reviens au cours. Donc, je disais que la question qui se pose, est-ce qu'un problème donné est calculable ou pas? Est-ce qu'il est décidable? Est-ce qu'il est calculable? Donc, on parle de décidabilité, de calculabilité. Donc, cela revient à dire, existe-t-il un algorithme qui calcule la solution à ce problème? Donc, la réponse à cette question, c'est bien l'objectif de notre cours OPM. Et notre objectif aussi, c'est de comprendre, à partir de là, comprendre les limites de l'informatique. L'informatique qui cherche toujours à avoir les solutions, à trouver les solutions à des problèmes bien définis. Et un autre objectif aussi, c'est de faire la différence, de distinguer les problèmes qui sont décidables des problèmes non décidables par des algorithmes. Alors, on peut citer par exemple l'exemple du problème d'arrêt, de l'arrêt, on appelle le problème d'arrêt, qui dit, alors, bon, je vais accepter vos camarades. Donc, le problème d'arrêt, donc c'est un problème, sa définition c'est quoi? Est-ce qu'il n'existe pas de programme universel qui prennent, donc ce problème-là, ils prennent n'importe quel programme, n'importe quel algorithme en argument comme paramètre et qui renvoie, donc il ne retourne oui si l'exécution du programme reçu en entrée finit par s'arrêter un jour, quelque part, ou non, s'il ne se finit pas. Donc il retourne, donc ce programme-là retourne soit oui, soit non. Est-ce que ce programme existe? Donc c'est ça la question. Ce problème, donc, c'est un problème très important pour nous les informaticiens, mais aussi c'est un problème fondamental pour les mathématiciens. Donc, il a été résolu par les deux chercheurs mathématiciens Church et Alan Turing, que vous connaissez sûrement, que ça a été résolu dans les années 30, avant même que les ordinateurs existent. Donc, d'après le théorème de ces deux mathématiciens, le programme d'arrêt qui effectue cette tâche, qu'on lui demande, n'existe pas. Donc,
Donc, on peut pas écrire un algorithme un programme qui permet de dire si un problème donné, si un programme donné s'arrête ou pas, qui retourne oui ou non. Dire s'il s'arrête quelque part un jour ou pas. Donc, si on prend par exemple ce petit algorithme, ce petit programme que j'ai appelé ProgPower. Donc, voici début, fin. Donc, alors, il a comme entrée un seul paramètre, n. Alors, n, au départ, on reçoit, on initialise n à 2, et puis on vérifie est-ce que le n est somme de deux nombres premiers. Si c'est vrai, on incrémente n de 2. Donc, on va vérifier tous les nombres premiers, tous les nombres pairs. Donc, on passe à 4, puis à 6, puis à 8, ainsi de suite. Et vérifier pour chaque n, est-ce que n est somme de deux nombres premiers. Donc, il y a aucun algorithme qui, donc, par une suite d'instructions finies, et il permet de dire est-ce que ce programme-là va s'arrêter. Pourquoi? Parce que il y a un théorème qui dit que pour chaque nombre premier, donc tous les nombres pairs qui sont supérieurs à 2, ils sont somme de deux nombres premiers. Donc, je prends par exemple 2. 2, c'est la somme de 1 et 1. Et 1, 1 et 1 sont des nombres premiers. Si on prend 4, 4 aussi, c'est 2 plus 2. 2, c'est des nombres, 2, c'est un nombre premier. Et on prend par exemple 6, 6, c'est 3 plus 3. On prend 8, 8, c'est 1 plus 7. Donc, voilà. C'est ça. Le problème, on ne sait pas est-ce que ce programme-là va s'arrêter ou pas. Donc, il ne peut pas y avoir un programme qu'on appellera arrêt qui va dire est-ce que ce petit programme, ce petit algorithme va s'arrêter un jour ou pas. Voilà, donc on ne sait pas, donc c'est une question. Donc, on va dire que, qu'est-ce qu'on peut déduire alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, on déduit que le programme arrêt n'existe pas. Donc, on ne peut pas dire est-ce que ce problème-là va s'arrêter un jour ou pas. D'accord? Donc, on va dire que ce programme n'est pas calculable. Voilà. Donc, il n'est pas calculable, il n'est pas décidable. On ne peut pas trouver un algorithme permettant, donc un algorithme qu'on appellera arrêt, qui va dire que ce programme va s'arrêter un jour. Donc, on ne sait pas quelles sont les suites d'instructions. Donc, il y a un programme, un algorithme fini qui va dire que ce petit problème va s'arrêter un jour. Voilà, donc le programme arrêt n'est pas calculable ou n'est pas décidable. Alors, donc, on va voir dans ce cours deux procédés, je vous ai déjà dit, donc deux procédés de démonstration de calculabilité ou bien décidabilité d'une fonction ou d'un programme. Donc, là, il y a deux. Donc, il y a le lambda calcul et là, il y a aussi la machine de Turing. Donc, lambda calcul, on le verra dans le chapitre 1. Donc, lambda calcul, c'est une théorie permettant de démontrer mathématiquement qu'une fonction est calculable si elle est récursive. Donc, on s'intéressera seulement aux fonctions, un petit ensemble des fonctions récursives qui sont les fonctions primitives récursives. Et la machine de Turing, elle est sous forme de ruban, donc divisée en cellules, qui joue le rôle de la mémoire infinie. Donc, vous voyez là qu'elle n'est pas bornée. Donc, elle est infinie, c'est une mémoire infinie. Donc, dans ce ruban-là, ou dans cette mémoire-là, on peut exécuter un ensemble d'instructions. Donc, une fonction, on va dire qu'une fonction est calculable s'il existe une machine de Turing, donc, définie par un ensemble d'instructions ou d'actions finies permettant de la calculer. Voilà ce qu'on va voir dans ce cours. Maintenant, pour établir le lien avec ce que vous êtes en train, ce que vous allez faire en TP, donc, la calculabilité et les deux modèles de programmation fonctionnelle impérative, on peut dire que la programmation fonctionnelle trouve son origine dans le calcul, ce que je vous présentais dans ces précédents,
car la notion de fonction est centrale dans cette théorie. Donc elle est de pour la programmation fonctionnelle. Il est divisé en 2 chapitres. Donc chapitre 1, on va voir la calculabilité et chapitre 2, c'est la machine. Et on verra la même chose. Dans le P, vous allez voir, bon, ça va être, vous allez voir les expressions en camel, les fonctions récursives et les listes. Donc, vous allez voir tout ça dans le langage camel. Voilà. Alors, donc, si vous avez des questions, je vais voir le chat. Oui, je sais, oui, je sais. Mais on est en train de travailler pour pour qu'on fasse l'examen en présentiel. Je sais que l'année passée, il y a que les matières fondamentales qu'on avait passé l'examen en présentiel. Les autres, c'était en ligne. Oui, en ligne, c'est mieux, oui, pour vous. Alors, Madame, j'ai pas pu accéder à mon le STHB, madame. Et quand j'ai fait mot de passe oublié, je n'ai reçu aucun email, madame. oui, bon, tu attends un petit peu, hein, c'est pas automatique, hein, tu n'es pas en D'accord. train de réinitialiser ton mot de passe chez Google. Tu es en train de Ah, réinitialiser d'accord. ton mot de passe direct. D'accord. Ça prend un peu de temps. D'accord, madame. الايميل تاعك Voilà. راهو في سبام، ما يحطوهولكش في لي زيميل برينسيبال باش Ah, chef تريكوبيري spam, mais il n'y a rien, genre, Et c'est vide. ouais, tu attends encore D'accord, quelques, madame. Merci, je ne sais madame. pas si c'est quelques minutes ou quelques jours, mais voilà, ça va se régler. Ah, quelques jours même. Je D'accord. sais pas, je sais pas. Tout dépend de la réactivité des ingénieurs de l'USTHP, je sais pas. Ah, j'ai cru que c'était sur le automatique, ça.
commencer directement par le chapitre 1. Voilà. Voilà. Je vais vous partager un autre fichier. Je n'ai pas ouvert. Bon, est-ce qu'il est? Voilà, chapitre 1. Voilà, c'est celui-là. Madame, pour l'outil Oui. Camel, on est censé télécharger un autre programme. Vous téléchargez, alors si vous travaillez sur un ordinateur, vous téléchargez Camel Lite. Oui. Et si vous Mhm. êtes sur téléphone, le OCaml, ou Android Ah, d'accord. ou iOS. Et ça marche sur Visual Studio. Alors, je ne l'ai pas essayé. Vous devriez demander. Alors, sur Visual. Bon, je vais voir et je vous tiendrai au courant. D'accord? D'accord, merci, madame. D'accord. Je vais partager le chapitre 1. Le cours ما يمشيش أو ما كاش اللي Alors, le lien, alors, c'est plus. Alors, c'est plus. وي بصح من بعد كي نكتب لو كور او بي ام Oui, je ne trouve pas. ان calculabilité des fonctions primitives récursives كي ندير مكتوب لو كور اون بلو سوليني ما يمشيش. Bon. En principe, ça marche. Bon, je refais. Voilà. Je repartage. Je partage mon écran. Alors, est-ce que tu vois le partage? Oui. Voilà, ok. Alors, donc là, on va sur cours, on clique sur cours, et puis on tape le mot-clé OPM PRF. OPM PRF. On clique sur valider. Voilà. Et puis, vous cliquez sur ce lien. Donc, cours ETP du module OPM L1 NI. Voilà. Donc là, il vous demande de vous connecter d'abord. Alors, je me reconnecte. Eh oui, je suis déjà connectée. Hein. Bon, je fais déjà partie du cours. Oui. Ah bon, je vais me désinscrire. Je vais me désinscrire. Alors, continuer. Ah, donc, on va sur donc, la rubrique navigation. Vous cliquez sur cours. Donc, le cours, c'est OPM, bref. On clique sur valider. Voilà, voici le cours. On clique dessus. On tape la clé. Donc, je l'ai déjà donné. Voilà. Voilà, c'est 1% section OPM, section 3, et on clique sur m'inscrire. Alors, Oui, madame. mademoiselle qui a Section 3, c'est pas en majuscule, non? alors, il est là, je l'ai écrit. Non, section, c'est pas en majuscule, non. Il y a juste OPM qui est en majuscule. OPM, section 3. D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, la demoiselle qui a un problème pour accéder au cours, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est bon? وي مادام كي نحق لهاد لاباج نكتب جو كليك على لو كور اللي راهي مكتوبه من تحتها. Non, il n'y a pas encore le cours. Je ne l'ai pas encore mis, le cours. Ah d'accord. Ouais, je n'ai pas encore mis les documents, non.
Ah, c'est pour Donc, ça. dès qu'on finit un cours, je vous mettrai le document à la fin du cours. D'accord, je pensais que Anna pas que ma habshi mchili. Non, non. Là, par contre, dans la partie PRF, il y a un document PDF. Vous voyez ici. Oui, oui. Voilà. Ouais, merci. Je t'en prie. Alors, donc, je reviens au chapitre 1. La calculabilité avec les fonctions récursives. Alors, bon. Voilà. Amira, alors, Yom est là. Bon, c'est à vous de voir si vous voulez qu'on fasse 1 heure. Oui, on fait 1 heure. Que ça marche. Alors, fonction primitive, data science. Non, non, non. C'est pas la data science, les fonctions primitives récursives. Alors, on partage une fenêtre. Chapitre 2, chapitre 1. Voilà. Alors, chapitre 1, avec les fonctions récursives, on s'intéressera qu'à une partie des fonctions récursives. Donc, c'est les fonctions primitives récursives qu'on verra. Dans la suite de ce cours. Quelles sont les fonctions de base et quelles sont les récursives. Donc, c'est ces deux concepts-là qu'on va utiliser pour prouver qu'une fonction quelconque est primitive récursive ou pas. Donc, on utilisera les fonctions de base et les règles de construction qu'on verra par la suite. Alors, 4e point, on va étudier 2 exemples de fonctions primitives récursives. Le plus, la fonction plus et la fonction produit, multiplication. On va voir ce que c'est la dérivation primitive récursive, extension de fonctions primitives récursives aux fonctions de 1P dans 1Q, la récursivité pour les ensembles et les relations. Donc, à la fin de ce cours, une fois qu'on traite qu'on ait traité tous ces points-là, on passera à la série d'exercices. Donc, les exercices, on les fera vers la fin de ce chapitre. Une fois que le chapitre est fini, on passera à la série d'exercices. Donc, on va étudier plusieurs exemples. Alors, donc une petite définition. Donc, une fonction récursive est une fonction dite calculable ou bien décidable. C'est-à-dire, sa valeur peut être calculée à partir de ses paramètres par un ensemble d'instructions finies, par un algorithme fini. Alors, nous allons traiter dans ce chapitre un sous-angle des fonctions calculables. Je vous ai déjà dit, c'est une fonction récursive. C'est l'ensemble des fonctions récursives. C'est ce qu'il y a une récursive. On appelle fonction primitive récursive. Alors, donc un petit rappel sur les fonctions récursives et les fonctions primitives. En entrée, et on a une image, un résultat. Donc, on dit qu'une fonction, quand elle a un seul paramètre, on l'appelle monaire. Quand elle a 2 paramètres, binaire, et ainsi de suite. Quand elle a un paramètre, on l'appelle NR. Donc, on va adopter dans ce cours cette notation-là, en utilisant le lambda calcul. Je vous ai déjà parlé du lambda calcul. Il y a encore des gens qui arrivent. Alors, c'est bon. Donc, on va adopter cette notation. Lambda, on cite les différents paramètres de notre fonction. On met un point et après le point, par exemple, si on prend la fonction produit, fonction c'est le produit entre deux opérandes, A et B, ou bien X et Y. Donc, on va faire F est égal lambda X, Y, point X fois Y. Donc, le produit de 2 entités.
Voilà, alors, on passe maintenant aux fonctions de base. La première fonction de base qu'on va voir, c'est la fonction appelée 0. Donc, elle est notée Z. Cette fonction-là n'a aucun paramètre. Donc, elle est notée, on la note ici, Z est égal à lambda, qu'on n'a aucun paramètre. Donc, après lambda, il n'y a aucun paramètre, on met point, sa valeur, c'est 0. Voilà, donc la fonction, si on la définit si on peut la définir aussi comme ceci, donc Z, donc l'ensemble de départ, c'est vide, c'est un ensemble vide, prend ses valeurs dans N et sa valeur, c'est 0. Pour n'importe quel. Bon, il n'y a aucun paramètre, de toute façon, hein, la fonction 0 n'a aucun paramètre, c'est juste la valeur, sa valeur qui est égale à 0. Donc la fonction 0, c'est une fonction de base qu'on utilisera par la suite pour prouver, par exemple, qu'une fonction est primitive récursive. De toute façon, on les utilisera tout à l'heure, les trois fonctions. La deuxième fonction, c'est la fonction successeur. S, c'est une fonction à un seul paramètre. Donc, notée comme ceci. S est égal lambda, voilà, un seul paramètre. Par exemple, prend x, point, et le corps de la fonction, c'est x plus 1. Donc, pour n'importe quel paramètre, on retourne le paramètre, la valeur du paramètre, plus 1. Donc, c'est le successeur de x. Voilà, donc là, n1 dans n, et x, pour n'importe quel x, on retourne x plus 1. En tenant à base la projection P, donc c'est une fonction d'arité n, le n doit être supérieur ou égal à 1. Alors, elle est notée comme ceci, donc projection de I dans n, donc, alors la fonction projection, elle a un paramètre, x1, x2 jusqu'à x, et on retourne x. Voilà. Un cas particulier de cette fonction, lorsqu'on a un seul paramètre. S'il vous plaît, essayez d'arriver à l'heure pour ne pas rater comme ça des parties du cours. Hein. Donc, le cours commence à 11h20. Même pour dimanche, c'est 11h20. Madame. Alors, bon, je ne l'ai pas fait. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Alors, je travaille avec Google Meet. D'habitude, je travaille avec WebEx. Je n'ai pas commencé l'enregistrement d'ici. Bon, je n'ai pas de... Vous l'avez déjà fait? Est-ce que vos enseignants ont déjà enregistré في le Google جوجل Meet? ميت لازم لك اللوجيسيال تاعك. Pour un logiciel de capture d'écran. Oui. Et mes problèmes avec le logiciel de capture d'écran, après le résultat, la vidéo, elle va être volumineuse. C'est des vidéos très, très... Par contre, avec WebEx, on enregistrait des séances d'1h30 et ça prenait même pas 50 mégas. Bon, j'ai déjà essayé avec les captures d'écran. Alors, les extensions sur les navigateurs, ils ne marchent pas. Bon, est-ce que vous êtes en train d'enregistrer? Oui, bon, alors problème. Est-ce qu'il y a des questions concernant les fonctions de base? Est-ce que c'est clair? Madame, c'est quoi le lambda? Lambda calcul, c'est une théorie qui permet de démontrer mathématiquement qu'une fonction est calculable ou pas, si elle est récursive. Oh, on va les utiliser. C'est juste une notation qu'on utilisera. Mais oh, Pardon? on va les utiliser. On va l'utiliser dans les fonctions récursives et les fonctions primitives récursives. C'est juste une notation, c'est juste un symbole pour écrire une fonction. D'accord. Madame, Ouais. j'ai pas bien compris.
Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu as compris la fonction 0? Oui. Voilà. On a la fonction 0, c'est une fonction dont la valeur est égale à 0, c'est une fonction sans paramètre. La fonction successeur, pour chaque paramètre de la fonction, donc c'est une fonction qui est d'arité 1, elle a un seul paramètre, et pour ce paramètre-là, elle retourne le paramètre plus 1. C'est le successeur. Et maintenant, la fonction projection, elle a un paramètre. On projette le i sur un paramètre, donc on retourne le paramètre d'indice i. Donc on retourne le ième paramètre, c'est xi. Voilà, c'est la fonction projection. Donc si on a par exemple une fonction avec 3 paramètres, p de 3, la fonction p de 3 retourne le deuxième paramètre, la valeur du deuxième paramètre. Quand on a écrit S c'est égal à alpha x point x plus 1, donc on donne x et ça nous rend x plus 1, c'est ça? Alors, on donne x, oui, et la fonction retourne x plus 1, le successeur de x. D'accord, merci. Voilà. Alors, le monsieur qui a posé la question sur les fonctions de base, est-ce que c'est bon? Oh, normalement, c'est bon, oui. Bon, attention, on va les voir, hein. On va voir que ça dans les prochains cours. D'accord? On verra que c'est ces fonctions-là qui vont revenir à chaque fois dans tous les exercices. Donc, on les utilisera toutes les 3. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà. Alors, donc, on passe maintenant, donc on vient de voir les fonctions de base, on passe aux règles de construction, on va voir 3 règles de construction. Donc, on n'utilisera dans ce cours que 2. Je vais vous présenter 3, mais on n'utilisera que 2, vu qu'on s'intéresse qu'aux fonctions primitives récursives. Donc, la première qu'on va utiliser, c'est la règle de composition. Alors, la règle de composition, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, on suppose qu'on a h, c'est une fonction avec un paramètre, m, et on a m fonction g. Donc, il y a m fonction g qui sont d'arité n. Donc, on dit qu'une fonction f qui est d'arité n, elle a la même arité que les fonctions g, est construite par la règle de composition à partir de ces fonctions-là, les fonctions h et les différentes g, si f s'écrit de cette manière. Donc, f de x1, x2 jusqu'à xn, f c'est une fonction d'arité n, elle a n paramètres, est égale à h de g1, x1, x2, xn, g2, x1, x2, xn, jusqu'à gn, x1, x2, xn. Donc, les g, les fonctions g, c'est des fonctions d'arité n. Et h, c'est une fonction d'arité m. Les paramètres de h sont les différentes fonctions g. Il y a m fonctions g, donc h, c'est une fonction d'arité m. Voilà. Si on Madame, ça veut dire quoi, arrêter? Arrêter, c'est le nombre de paramètres. Ah, d'accord. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner un exemple pratique? Eh oui, oui, je vais vous donner, j'ai prévu un exemple pour cette règle. Donc, si vous avez expliqué les fonctions. Là, en fait, c'est Madame, يبانو compliqué شوية. Non, ne vous inquiétez pas, parce que c'est le début, hein, c'est le premier cours, c'est normal. Justement, madame, Non, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très très simple et vous allez voir. C'est très très simple, il n'y a absolument rien de spécial. Alors, oui, je ne suis pas en train de voir les messages, c'est vrai, je préfère que vous dire les messages, je vais... Vous me dites à chaque fois que je les messages. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Bon, je reviens sur le chat. Alors, je ne sais pas. Alors, il y a eu plusieurs messages, hein, donc je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêtée tout à l'heure. Là, vous parlez de mot de passe, de l'adresse mail. Bon. Bon. La page. Je répète quoi? Dites-moi. Alors, qu'est-ce que je dois répéter? Les fonctions de base ou la règle de composition? Parce que je n'ai pas encore fini avec la règle de composition. Hein. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Est-ce que je reviens sur les fonctions de base? Je reviens sur les fonctions de base. Alors, les fonctions
fonction de base, il y a 3 fonctions de. La première, c'est la fonction 0. La fonction pas de paramètre. Elle n'a aucun paramètre. Donc, cette fonction-là, sa valeur, c'est 0. Voilà. Donc, elle est égale à 0. Ça, c'est la fonction 0. Elle est notée Z. Maintenant, la fonction successeur, c'est une fonction qui est d'identité 1. Elle a un seul paramètre. Vous lui donnez un paramètre, elle vous retourne être plus 1. Par la valeur de ce paramètre, plus un 1. Donc, c'est ça la fonction successeur. Pour n'importe quel paramètre, elle vous retourne la valeur du paramètre plus 1. La fonction maintenant, la fonction projection, la troisième fonction, c'est vrai qu'elle paraît un peu compliquée, mais non, ça n'est pas du tout. La fonction projection, elle s'écrit de cette manière. C'est PIN. C'est une fonction avec n paramètres. Donc, vous lui donnez un paramètre, elle vous retourne le paramètre d'indice i, le ième paramètre. Et c'est le xe. Donc, la valeur de cette fonction, la fonction PIN, c'est la valeur de son ième paramètre. C'est-à-dire le dernier. Pas le dernier, le ième, l'indice i. C'est le paramètre d'indice i. Si on prend par exemple une fonction avec 3 paramètres, si je fais de 3, je veux retourner le deuxième paramètre parmi les 3. C'est le paramètre d'indice i. Donc là, j'ai x1, x2, x3, xi plus 1, xi plus 2, jusqu'à xn. Donc là, pour cette fonction-là, elle me retourne le ième paramètre, le paramètre d'indice i. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est clair. Voilà, donc je vous ai donné l'exemple de 3 paramètres ou de 4 paramètres. Si j'ai une fonction avec 4 paramètres, x1, x2, x3, x4, si je prends la fonction projection P3, 4, P3, 4, la valeur de cette fonction, c'est la valeur de son troisième paramètre. Est-ce que c'est bon? Ouais. Donc, alors, on passe maintenant aux règles de construction. La règle de composition, on va commencer par la règle de composition. On va beaucoup l'utiliser dans ce cours. Alors, pour la règle de composition, on a 2 fonctions. Pardon, on n'a pas 2 fonctions. On a h, on a une fonction h et G1, G2, Gm fonction. Alors, h, c'est une fonction avec m paramètres. Elle a m paramètres. Et les fonctions g, les différentes fonctions g, il y a m fonctions g. Chacune de ces fonctions-là, son arité, c'est n. Son nombre de paramètres, c'est n. Donc, si on veut prouver que la fonction f, qu'une fonction qu'on nous a donnée, fonction f, est une fonction construite par la règle de composition en utilisant ces différentes fonctions, h et les différentes g, les m fonctions g, à partir donc de h et de g1, g2 jusqu'à gm, si f s'écrit de cette manière. Donc, si f de x1, x2, xn est égal à h de g2a de x1, x2, xn, g de 2, x1, x2, xn, jusqu'à la dernière fonction g, g de m, x1, x2, xn. Donc, les paramètres de la fonction f et les fonctions g sont les mêmes. Elles ont n paramètres. Et la fonction h, ses paramètres, ce sont les fonctions g. Et h, elle a m paramètres. Il y a m fonctions g. Voilà. Cette écriture-là, vous pouvez aussi l'écrire comme ceci ou comme cela. Donc, comme ceci, c'est f de x1, x2, xn est égal à h rond. Donc, rond, c'est composé. On parle de règle de composition. H composé aux différentes fonctions g avec les paramètres x1, x2 jusqu'à xn. Ou bien en utilisant le lambda calcul. Donc ça aussi, c'est une autre écriture pour écrire la fonction f en fonction de h et les différentes g. Je vais vous donner un petit exemple. Il est là. Donc si on prend par exemple f, elle a 2 paramètres. Donc le corps de la fonction f, c'est x1 plus x2 plus 1. Donc on veut prouver que f peut être construite par la règle de composition en utilisant 2 fonctions ou plus. Donc la fonction h, g, ça dépend du nombre de g qu'on a. Donc on peut avoir une seule fonction g, 2 ou
Alors, je reviens sur l'exemple. Jusqu'à m fonction g. Tout dépend du nombre de paramètres de la fonction h. Donc, si h a un seul paramètre, donc on aura une seule fonction g. Si h a deux paramètres, donc on aura deux fonctions g. Voilà, donc on va essayer de réécrire le corps de la fonction f de telle sorte à extraire h et g, les fonctions h et g. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On prend x1 et x2, on les met entre parenthèses. Alors, donc là, donc ici, c'est plus 1. Plus, elle a deux paramètres qui sont x1 et x2. Et on garde le 1, donc on n'a pas encore utilisé le 1. Alors, maintenant, d'ici à là, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, si maintenant vous posez la fonction plus x1, x2, vous posez par exemple, vous le posez z, vous mettez z au lieu de plus x1, x2. Donc, on aura ici z de 1. Z de 1, c'est quoi? C'est le successeur de z. On a pris z. Donc là, on peut écrire ici, on peut utiliser la fonction s. J'ai pas compris. C'est ça. On fait plus ou d'après l'exposé? Là, je vous demande juste d'imaginer. Imaginez que plus, on va poser plus x1, x2, c'est un paramètre. Par exemple, c'est z. Pas z. Non, j'aurais pas dû prendre z. On prend par exemple t. Pas z, la fonction z. Hein? Non, on prend t. On va poser par exemple plus x1, x2, on va le poser t. On va mettre t. Donc, on aura t plus 1. T plus 1, c'est quoi? C'est le successeur de t. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, c'est le successeur de plus de x1, x2. Voilà. Alors, regardez maintenant. On a pu écrire f en fonction de d'autres fonctions h et g. Alors, h, ça va être la fonction s. Et g, il y a une seule fonction g, c'est la fonction plus. Alors, h, elle a un seul paramètre, qui est la fonction plus, et g, elle a deux paramètres, elle a les mêmes paramètres que la fonction f. Donc là, on peut dire que la fonction f est construite par composition à partir des deux fonctions s et plus. Est-ce que vous avez compris l'exemple? Un peu. Non, madame, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Je répète. Merci. Merci. Alors, on a la fonction f, c'est une fonction d'arité 2. Voilà, on a une fonction f qui est d'arité n est égal à 2. Le corps de la fonction f, c'est ceci, c'est x1 plus x2 plus 1. C'est le corps de la fonction f. Voici ce que fait la fonction f. Elle prend deux paramètres, elle les additionne, elle leur ajoute un 1. Donc ça, c'est le rôle de la fonction f. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La deuxième étape ici, on a juste regroupé x1 et x2. Donc, on les a mis entre parenthèses. Donc, on a fait x1 plus x2 entre parenthèses. On a gardé le 1 ici, plus 1. Alors, x1 et x2, donc c'est quelle fonction ça? Ça, c'est la fonction plus qui additionne deux paramètres. Donc, on peut poser x1 plus x2 comme ceci. C'est la fonction plus x1, x2. Donc, c'est l'addition de x1 plus x2. On garde le 1. On n'a pas utilisé le 1, donc on le garde ici, plus 1. Alors, on a plus x1, x2, plus 1. Donc, si on pose, par exemple, plus x1, x2, on le pose, par exemple, t. On met t à la place de plus x1, x2. On aura t plus 1. Et t plus 1, c'est quoi? C'est le successeur de t. Pour n'importe quel paramètre, quand on rajoute un 1, ça veut dire qu'on fait le successeur. D'accord? Donc là, on pose S, donc on met S de plus x1, x2. Est-ce que vous avez compris cette syntaxe-là? C'est le successeur de plus x1, x2. Est-ce que vous avez compris ceci? Oui, on a Très bien. Oui, madame. Très bien. Voilà. Donc alors, on a pu écrire f en fonction d'autres fonctions, S et plus. Donc, on a exprimé f en fonction de S et de plus, et des deux fonctions S et plus. Alors, S,
Donc, regardez, c'est cette syntaxe, hein, elle est là, la syntaxe. C'est h de g des différents paramètres de la fonction f. Donc là, g, il y a une seule fonction g, car h, c'est une fonction d'arité 1. Donc, on va poser h, c'est la fonction successeur. On a déjà vu la fonction successeur, n'est-ce pas? C'est une fonction qui est d'arité 1. Pour n'importe quel paramètre, on retourne le paramètre plus 1. Comme h, c'est une fonction d'arité 1, donc il y a une seule fonction g. La fonction g, c'est la fonction plus. Et la fonction plus, elle a deux paramètres. Regardez ici, g, c'est une fonction à n paramètres, et f aussi, elle a n paramètres, 2 et 2. Le nombre de paramètres de g est égal au nombre de paramètres de f. F est d'arité 2, g aussi d'arité 2. Donc là, on peut dire que f, elle est construite par la règle de composition en utilisant les fonctions h et g. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, madame. Très bien. Ok. Madame, On passe à la- madame, Oui, madame, Oui. لازم تكون composé de fonctions. تقدر تكون composé de 3 fonctions ou 4. ماشي لازم voilà, le nombre de g dépend du nombre de paramètres de h. Là, h c'est une fonction d'arité 1. Elle a un seul paramètre. Donc, il y a une seule fonction g. Ah, d'accord, Tu as madame. compris? Oui. Tu as compris? Oui, madame. Voilà. Donc, ça se peut qu'on a un autre x3 et qu'on برا ما ندخلو après ندخلو h à la fin. Tout dépend du nombre de paramètres de h. Si h, le nombre de paramètres, c'est 2, donc tu vas avoir deux fonctions g. On va voir un exemple. Vous allez voir. On va voir un exemple là où il y a plusieurs fonctions g. D'accord, madame, merci. Je t'en prie. Alors, Bon, je reviens, j'ai cliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette règle? Non? Ok. Alors, on passe maintenant au cas particulier de la règle de composition. Si m est égal à 1, ça veut dire qu'il y a une seule fonction g, donc f s'écrit de cette manière. Voilà, c'est le cas de l'exemple qu'on vient de traiter. D'accord? Donc, il y a une seule fonction g. Maintenant, si m est égal à n est égal à 1, il y a une seule fonction g et f a un seul paramètre. Donc, on écrit f de cette manière. Donc, f de x est égal à h de g de x, ou h rond g de x, ou h composé à g de x. D'accord? Voici. Donc, ça, c'est les deux cas particuliers de la règle de composition. On passe maintenant à la deuxième règle qu'on va utiliser dans h. Juste 2. Pour la règle précédente, on doit trouver h et plusieurs fonctions g. Tout dépend de l'arité de h. Là, pour la règle de récursion, on doit trouver que deux fonctions, g et h. Alors, g, c'est une fonction d'arité n, et h, c'est une fonction d'arité n plus 2. D'accord? Alors, on dit que la fonction f, qui est d'arité n plus 1, est construite par la règle de récursion en utilisant les fonctions h et g, les deux fonctions h et g, s'écrit comme ceci. Donc là, il y a deux conditions. D'accord? Il y a deux conditions. F doit s'écrire en respectant ces deux conditions. La première, il faut que f de x1, x2, x1, virgule 0, souvenez-vous que f, c'est une fonction d'arité n plus 1. Donc là, il y a un paramètre plus le paramètre 0. Donc on a n plus 1 paramètre est égal à g de x1, x2, x1. Donc, il faut écrire f, il faut trouver g tel que f s'écrit de cette manière. D'accord? Donc, le but, c'est de trouver g et h, d'accord? Pour dire que la fonction f est construite par récursion. Donc, la première règle va nous permettre de trouver g, suivant cette syntaxe. Et la deuxième règle va nous permettre de trouver h, suivant cette syntaxe. Alors, la deuxième règle, f de x1, x2, x1, y plus 1, f, c'est une fonction d'arité n plus 1. D'accord? Donc, il y a les n paramètres plus le paramètre y plus 1 est égal à h. Alors, h, c'est une fonction d'arité n plus 2. Donc, h de x1, x2, x1, virgule, la fonction f, virgule, y. Donc là, vous voyez bien qu'ici, il y a n plus 2 paramètres.
il y a les n paramètres. Le paramètre de la fonction f, c'est n plus 1, plus le paramètre y, c'est n plus 2. Donc, si vous arrivez à écrire f de ces deux manières-là, vous allez trouver g et h, et vous pouvez déduire que la fonction f est construite par la règle de récursion en utilisant les fonctions g et h. Donc, le but de ces règles, c'est de trouver g et h. Même dans l'exemple, même dans la règle précédente, la règle de composition, je reviens dessus. Donc, il faut trouver h et les différentes g pour dire que f, la fonction f, est construite par composition en utilisant ces règles. Voilà, c'est ce qu'on avait fait ici. On a f, et à partir de f, on essaye de réécrire f de telle sorte à ce qu'elle soit composée par d'autres fonctions. Voilà, et on a trouvé h et on a trouvé le g. Une fois qu'on a trouvé g et h, on dit que f est construite par composition. Et là, c'est pareil. Donc, on réécrit f en utilisant ces deux syntaxes-là, de telle sorte à ce qu'on trouve g et h. Une fois qu'on a trouvé g et h, on dit que f est construite par la règle de récursion. Est-ce que c'est clair? Donc, on va voir un exemple, là, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est bon pour la règle de récursion? Ouais. Très bien. Alors, on passe maintenant à la troisième règle. Ensuite, on verra un exemple. Ah oui, d'abord les cas particuliers. Alors, les cas particuliers de la règle de récursion, j'ai cité ici deux. Lorsqu'il y a un seul paramètre, donc n est égal à 1, donc on va voir ici, donc voici les deux conditions, les deux syntaxes de la fonction f à utiliser pour trouver g et h. Alors, la première, quand il y a un seul paramètre x, donc on va voir f de x 0. F de x 0 est égal à g de x. Il y a un seul paramètre. n est égal à 1. Et la deuxième condition, f de x, y plus 1 est égal, donc quand f est d'arité 2, h va être d'arité 3, g est d'arité 1, n est égal à 1. Donc h de x, f de x, y, virgule y. Le deuxième cas particulier, c'est lorsqu'il n'y a aucun paramètre, donc n est égal à 0, donc on va voir ici f de 0, voilà, f de 0, et f de 0, c'est une constante, il n'y a aucun paramètre. Donc, on va prouver plus tard, donc dans la série d'exercices, que les fonctions constantes, tout dépend de, quelle que soit leur valeur, c'est des fonctions primitives récursives. Donc, on va prouver ceci dans les cours qui vont suivre. Et la deuxième condition, donc vu qu'il n'y a aucun paramètre, on a dit que n est égal à 0, donc on va avoir ici f de y plus 1. Et f de y plus 1, on doit l'écrire de cette manière. Donc, c'est h de f de y, y. Madame, pourquoi on ne compte pas y comme un paramètre? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne compte pas y comme un paramètre? Pourquoi on ne calcule pas les paramètres? Je sais pas. Pourquoi est-ce que y n'est pas un paramètre? Pourquoi y n'est pas un paramètre? Non, là Oui, voilà. on a rajouté y ici. Ça, c'est une condition qu'on doit vérifier pour trouver h. Donc, il faut écrire f de cette manière-là. Donc, on rajoute, c'est la règle. Donc, c'est la règle de... Donc, vous écrivez f, vous rajoutez un y plus 1 comme dernier paramètre et vous trouvez le h. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris ta question. J'ai pas bien compris. Y, on le rajoute comme paramètre supplémentaire pour trouver h. Ça peut être un autre. On peut l'appeler autrement. On peut appeler z, on peut l'appeler t. Tu le mets comme tu veux. Ah oui, merci. Mais c'est pas un paramètre qu'on rajoute pour trouver h. On verra des exemples. Ne vous inquiétez pas. On verra des exemples par la suite. On verra des exemples. Oui, mademoiselle. Madame, Oui. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réexpliquer ces deux cas particuliers, s'il vous plaît? Alors, le premier cas, donc il y a un seul paramètre. La fonction g a un seul paramètre. Elle est d'arité 1. Donc, la fonction f va être d'arité 2 et la fonction h va être d'arité 3. Donc, en utilisant ces deux conditions-là pour trouver h et g, afin de réécrire f. Donc, f, quand il y a un seul paramètre, donc on va avoir ici f x 0, virgule 0. Voilà, f x 0. Il y a un seul paramètre. La fonction g est d'arité
1. Elle a un seul paramètre. Donc, f est d'arité 2. Il y a le x, il y a le 0. Et g, elle est d'arité 1. Donc, f de x0 est égal à g de x. Et avec la deuxième condition, donc là aussi, x, il y a un seul paramètre x. Donc, on va voir f x, y plus 1. Voilà, f x, y plus 1. Et la fonction h, c'est une fonction d'arité 3. D'accord? Là, on va voir h de x, il y a un seul paramètre ici, f de x, y, virgule y. Le deuxième cas particulier, lorsqu'il n'y a aucun paramètre, il n'y a aucun x, donc on va voir ici f, comme il n'y a aucun paramètre, donc il ne nous restera que le 0. Donc f de 0 est égal à une constante. Donc, de la fonction f. Donc, constante, c'est une fonction d'arité 0, elle n'a aucun paramètre. C'est comme la fonction, la différence entre la fonction constante et la fonction 0, la fonction de base, c'est que la fonction 0, c'est vrai que ce sont deux fonctions qui n'ont aucun paramètre, ce sont des fonctions d'arité 0, mais la différence, elle se réside sur la valeur de la fonction. La fonction z, sa valeur c'est 0, et la fonction constante, c'est une fonction qui a une valeur, soit 1, soit 2, soit 10. D'accord? Et la deuxième condition, avec, donc, quand il n'y a aucun paramètre, donc on va avoir ici f de y plus 1 est égal à h de f de y et y. Ne vous inquiétez pas, on va voir des exemples et vous allez comprendre, on va concrétiser tout ça. Madame, Oui, dans le premier cas particulier et dans la deuxième condition, oui, pourquoi on n'a pas écrit le G? non, G, c'est juste pour la première condition. Donc, la première condition, elle recherche la fonction G. Elle écrit f de cette manière, de telle sorte à chercher G. La deuxième condition, elle cherche h, la fonction h. Quelle est la fonction h? Suivant cette syntaxe. Donc, chaque condition cherche une fonction. La première, elle cherche la G, la deuxième cherche h. Ah, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Merci, madame. Je t'en prie. Alors, on passe à la troisième règle. Donc, c'est une règle que je vais juste vous présenter. On ne va pas l'utiliser dans la suite de ce cours. Donc, je vais juste vous dire pourquoi. Donc, on va voir dans le slide qui va suivre pourquoi je voulais l'inclure dans ces slides. Donc, mais on ne va pas l'utiliser. Elle ne fait pas partie de votre programme. D'accord? La règle de minimisation. Alors, donc pour la règle de minimisation, donc, on va supposer que G, c'est une fonction d'arité n plus 1, telle que quels que soient les différents paramètres x1 jusqu'à xn qui appartiennent à n, il existe un y tel que, donc y un entier, tel que g de x1 xn est égal à 0. Alors, on va dire que la fonction f qui est d'arité n, là c'est n plus 1, n est dite construite par minimisation à partir de cette fonction-là, la fonction g, si f est défini comme ceci. Donc là, on a utilisé la notation de lambda calcul. C'est f est égal lambda de x1, x2, xn, point, et le corps de la fonction f, c'est minus de y tel que g de x1, x2, xn est égal à 0. Donc tel que minus, c'est le plus petit entier y, tel que g de x1, x2, xn est égal à 0. Donc voici c'est juste pour que vous, c'est pour vous. Je vous la rajoute pour une information en plus pour vous. Vous sachiez qu'il n'y a pas que la règle de composition et la règle de récursion. Donc, il y a aussi la règle de minimisation que je vais vous dire pourquoi on l'utilise. Alors, une définition. Donc, on dit qu'une fonction est primitive récursive si, soit c'est une fonction de base. Souvenez-vous, on a vu 3 fonctions de base. Donc, pour prouver qu'une fonction est primitive récursive, elle doit, soit elle doit être une fonction de base, soit elle est égale à la fonction z, soit elle est égale à la fonction successeur, soit elle est égale à la fonction projection. Donc, si elle est égale à l'une de ces 3 fonctions, on dit que cette fonction-là est primitive récursive. Cela veut dire que les fonctions de base sont des fonctions primitives récursives. D'accord? Soit, c'est une fonction construite à partir des fonctions de base ou d'autres fonctions qu'on a déjà prouvé qu'elles sont primitives récursives, et des 2 règles seulement, composition et ou récursion. Donc, on prouve qu'une fonction est primitive récursive à l'aide de soit les deux,
soit l'une des deux. Donc, composition et ou récursion. Donc, ça, c'est la fonction pour prouver qu'une fonction est primitive récursive. Maintenant, pour prouver qu'une fonction est récursive, ça, c'est 1 plus A, ça, il ne fait pas partie de votre programme. Je vous le rajoute pour que vous sachiez comment prouver qu'une fonction est récursive. Une fonction est récursive maintenant si c'est une fonction de base. Donc, si une fonction de base est primitive récursive, elle est forcément récursive aussi. Primitive récursive, c'est un sous-ensemble des fonctions récursives. Il est inclus. Soit c'est une fonction de base, soit c'est une fonction construite à partir des fonctions de base ou d'autres fonctions qu'on a déjà prouvé qu'elles sont récursives à l'aide des 3 règles. Donc, pour la fonction récursive, on utilise l'une ou les 3 règles. Composition, récursion et minimisation. C'est pour ça que je voulais vous présenter la règle de minimisation. Donc, la règle de minimisation, elle est utilisée que sur des fonctions récursives. Elle n'est pas utilisée sur des fonctions primitives récursives. Et comme ce cours s'intéresse seulement aux fonctions primitives récursives, donc on s'intéressera aux seules règles de construction qui sont composition et récursion. Est-ce que c'est clair? Bon, je vais voir le chat. C'est clair? Ok, très bien. C'est clair, madame. Hein, c'est clair. Parfait, très bien. Parfait, très bien. Donc, il faut que vous compreniez ceci, hein, c'est très important. Très important. Pour prouver qu'une fonction est récursive, soit c'est une fonction de base, soit c'est une fonction construite à l'aide des 2 règles, composition et ou récursion. Soit les deux en même temps, soit l'une des deux. D'accord? Alors, on va voir maintenant... Voilà, alors il nous reste un peu de temps. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va faire 1h30, après vous me dites pour les prochaines séances, hein, juste pour aujourd'hui, d'accord? Donc, on va faire juste cet exemple. Et voilà. Alors, l'exemple de la fonction plus. La fonction plus, alors, on veut prouver qu'elle est primitive récursive. Donc, la fonction plus, c'est une fonction qui est d'arité 2, elle a 2 paramètres. Donc, elle s'écrit comme ceci, en utilisant la notation de lambda calcul. Donc, on va poser par exemple plus. Bon, j'aurais pu mettre ici plus A, PLUS, mais j'ai préféré mettre le symbole pour ne pas consommer beaucoup d'espace sur le slide. Alors, donc, lambda, donc on cite les 2 paramètres de la fonction x, y. On aurait pu mettre x1, x2. On peut mettre vous pouvez mettre les paramètres que vous voulez. y1, y2, c'est pas très important. Mais l'essentiel, il faut spécifier le nombre de paramètres. Et là, il y a 2 paramètres. Et le corps de la fonction, c'est quoi? C'est l'addition de ces 2 paramètres-là. Donc, on veut montrer que la fonction plus est une fonction primitive récursive. Si on veut montrer que c'est une fonction primitive récursive, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que soit c'est une fonction de base, ce qui n'est pas le cas ici, n'est-ce pas? On n'a pas déjà présenté. Oui. Soit elle est munie de composition de base et des lois de... Voilà. Soit elle est construite en utilisant la règle de composition ou bien la règle de récursion entre la règle de composition et la règle de récursion des fonctions de base. Donc, on va utiliser les fonctions de base qui vont être soit composées, soit à l'aide de la règle de récursion. Et cette composition-là ou cette récursion-là va former la fonction plus. Alors, donc, on va commencer. Donc là, on va utiliser la règle de récursion. Donc, voici les 2 conditions. Donc, on va écrire f, on va chercher g tel que f s'écrit de cette manière, et on va chercher h tel que f s'écrit de cette manière. Donc là, il y a combien de paramètres? G, elle a, plutôt f a 2 paramètres, d'accord? Donc, g, elle a combien de paramètres? Si f a 2 paramètres, g, elle a combien de paramètres? Un seul, non? Un seul, voilà, un seul paramètre. Et h a combien de paramètres? 3. 3 paramètres, très bien. Donc, f, g, c'est n, f, c'est n plus 1, et h, c'est n plus 2. Alors, on va commencer par la première condition. On va chercher le g. Donc, pour chercher le g, on va faire plus
x0. Donc G, elle a un seul paramètre. Donc on fait x0. N est égal à 1. Alors, plus x0, c'est quoi? C'est x plus 0. Identité, souvenez-vous. Et la fonction identité, c'est quoi? C'est un cas particulier de la fonction projection, P11, qu'on a vu dans les fonctions de base. Oui. Donc, on a trouvé la fonction G. La fonction G, c'est la fonction projection. Maintenant, D'accord? On va passer maintenant à H, la deuxième condition. On va trouver H. Alors, pour trouver H, donc on va réécrire f de cette manière. Donc, c'est plus x, y plus 1. Il y a un seul paramètre pour g. N est égal à 1. Donc, on va avoir ici f, x, y plus 1. Elle est égale à quoi? H de x, il y a un seul paramètre x, plus xy, virgule y. Donc, on doit trouver H. Y plus 1, c'est x plus y plus 1. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. oui. Très bien. Alors, on va mettre x plus y entre parenthèses. Donc, on va avoir ceci, c'est x plus y entre parenthèses, plus 1. Plus 1. D'accord? Alors, plus xy plus 1, c'est quoi? C'est le successeur de plus xy. Donc, on va l'écrire comme ceci. Alors, maintenant, il faut trouver h tel que les paramètres de h sont x plus xy, y. Alors, c'est quoi ce paramètre-là par rapport au paramètre de h? C'est le deuxième paramètre. La fonction plus xy, c'est le deuxième. C'est le deuxième paramètre de la fonction h. La fonction h, elle a 3 paramètres. Comment on fait pour renvoyer, pour retourner un paramètre parmi plusieurs paramètres? C'est la fonction projection. C'est la projection du deuxième paramètre parmi les 3. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc, il faut trouver h tel que les paramètres de h sont ceux-ci. Donc, sont x. Le premier paramètre de h, c'est x. Le deuxième, c'est la fonction plus xy. Et le troisième, c'est y. Voici, ils sont là. Donc, à partir de là, voici ce qu'on a fait. Ça, c'est le deuxième paramètre de la fonction h. Et pour le retourner, on va utiliser la fonction projection. Projeter le deuxième paramètre parmi les 3. Et là, on peut écrire donc ceci, on peut écrire cette écriture-là comme ceci. C'est S composé à P de 3. Des 3 paramètres de la fonction h. Donc, elle est où la fonction h? La fonction h, c'est S rond P de 3. Voilà. Donc, G, c'est la fonction projection 1, 1, c'est la fonction identité. G, elle est primitive récursive car P11, c'est une fonction de base. On l'a déjà vu. Et H, qui est égal à S composé à P de 3, H, c'est une fonction primitive récursive car c'est une composition de fonctions et de 3, c'est une fonction de base. Donc, on dit que H est une composition de fonctions de base. Donc, je vous ai dit, pour prouver qu'une fonction est primitive récursive, soit c'est une fonction de base, ce qui est le cas ici de G, soit elle est construite soit par composition, soit par récursion. Soit les deux. Et H, elle est construite par composition de 2 fonctions de base. Donc, une fois qu'on a ceci, on a trouvé G, on a trouvé H, et ces 2 fonctions-là sont primitives récursives. Là, on déduit que la fonction plus est construite par récursion à partir des 2 fonctions primitives récursives H et G. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Pas Oui, ça vraiment, va. madame, ça a l'air un peu compliqué. Un peu. Non, ne vous inquiétez. C'est normal que ça soit compliqué. C'est la Oui, on première va fois que vous sauvegarder. voyez ça. Madame Voilà. le S, j'ai pas compris, madame le.
Oui, La deuxième ligne, t'as H. la deuxième ligne. Oui, où est le S? Là, ah oui, le S ici. Oui, avec la ligne, t'as X plus Y. Voilà. plus Z. Voilà, on est passé de là à ici. Donc, si vous posez, tout à l'heure, je vous ai donné presque le même exemple, hein, plus Madame, XY, madame, on va pas votre la souris, on le voit pas, madame. le curseur, vous ne le voyez pas. Curseur, non, on le voit pas, madame. Là, oui, là, on le voit. Très bien, d'accord. Bon, j'enlève alors le plein écran. Donc, ici, j'ai plus XY plus 1. Si, par exemple, je pose plus XY, je le pose T, donc j'aurai ici T plus 1. Juste un exemple, hein, j'aurai ici T plus 1. Et T plus 1, c'est quoi? C'est le successeur de T. Oui. Voilà, c'est ce qu'on avait fait ici. C'est le successeur de plus XY. C'est le successeur de ceci. D'accord, c'est bon, madame. C'est bon, oui. Très bien. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a... Bon, je vais voir le chat. Très bien. D'accord. Bon, s'il n'y a pas de questions, bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et donc, je vais vous envoyer ce fichier-là, donc ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Je vais vous l'envoyer par mail et je vais vous le mettre aussi dans le campus, dans l'espace cours européen. Et voilà, donc on se voit la semaine prochaine, donc dimanche à 11h. Donc, vous me tenez juste au courant par rapport à la durée de la séance, d'accord? Vous vous entendez entre vous et vous me dites si vous voulez 1 heure, 1h15 ou 1h30, c'est quand vous voulez. D'accord, merci beaucoup. L'essentiel, c'est que durant la séance, il faut que vous soyez concentrés. C'est tout. Oui, évidemment. Voilà. Bon, je vous dis à tous, Sahaftourkom, bonne fin de journée, bon week-end. Très bien. Allez, au revoir à tous. À la fin, au revoir. Au revoir. Madame, il y a quelqu'un qui vous a Oui, il y a une demandé un question truc, dans madame, Exemple le de... chat. Il vous vous a voulez- demandé si on peut refaire l'exemple pour la prochaine fois. Vous me dites, Bark, vous me rappelez. On le refera, on le refera. D'accord, madame, merci. Ok, très bien. Au revoir tout le monde. À la fin.